Ce portrait de femme d'après Constable le prouve une fois encore, c'est le propre de l'art que de recycler inlassablement ces immortels, œuvres ou artistes. Sans doute, les créateurs des Shadocks ont-ils admis à quel point ils avaient pu être influencés par Miro ou Paul Klee, et Jean-Michel Basquiat était lui trop cultivé pour ne pas savoir ce qu'il devait à Lascaux ou à Cobra. Mais en attendant cette période Shadocks, si j'ose dire, qui est la plus connue du peintre et ne débutera que dans les années 1940, Joan Miró est en plein doute. André Breton vient en effet de le mettre en garde contre ce qu'il juge être un amour par trop aveugle de la peinture. Toujours vachard avec ceux qui ont plus de talent que lui, Breton dénonce aussi l'assimilation par Miró des principes de l'écriture automatique, assimilation qu'il trouve tout à la fois trop rapide et trop superficielle. Placez-vous, écrivait Breton une poignée d'années auparavant dans le Manifeste surréaliste, dans l'état le plus passif ou réceptif que vous pourrez. Écrivez vite sans sujet préconçu, assez vite pour ne pas vous retenir et ne pas être tenté de vous relire. Bouleversé, le fragile artiste catalan se persuade alors qu'il est en train, ni plus ni moins, d'assassiner la peinture. Le résultat fait peine à voir. Pourtant, au sommet de son art, Miró retombe dans une austérité à laquelle il semblait avoir renoncé, négligeant la couleur et multipliant les collages sur d'ennuyeux supports. Cette nouvelle traversée du désert ne sera d'ailleurs pas la dernière. Quand il en sort au mi-temps des années 1930, Miró est un homme nouveau. D'abord, il est devenu père. Ensuite, il semble prendre sa part des tensions qui s'exacerbent en Europe. Une angoisse inédite s'est fait jour dans sa peinture, qui s'exprime par le biais de figures grimaçantes et glaçantes, d'autant plus saisissantes qu'elles se détachent d'un ensemble tendu vers l'abstraction. Les titres parlent d'eux-mêmes. Hommes et femmes devant un tas d'excréments, ou encore personnages devant un volcan, et les toiles de cette époque assez courte seront baptisées peinture sauvage. Les grands artistes sont toujours des devins, et ces paysages poignants, peuplés de personnages en proie à une terreur indicible, préfigurent la catastrophe qui va s'abattre sur l'Europe, l'Espagne en particulier, enjeu privilégié, si j'ose dire, des libertés menacées par le fascisme. Miró, on s'en doute, prend fait et cause pour les républicains, comme en témoigne son affiche Aider l'Espagne ou encore sa peinture Le Faucheur qui accompagnera Guernica sur les murs du pavillon espagnol à l'exposition universelle de Paris. C'est pourtant l'étonnante Nature morte aux vieux souliers, qui date de la même année, qui sera considérée comme le Guernica de Miró, en partie parce que le peintre lui-même la percevait comme telle. Inspirée par les chaussures de paysans de Vincent van Gogh, moins iconique, moins pathétique et surtout moins théâtrale que Guernica, elle raconte la souffrance du peuple espagnol sans la montrer, et c'est sans nul doute ce qui en fait la force unique, une sorte de comète tragique dans le ciel avant tout poétique de Miró. Mais le peintre catalan n'est jamais là où on l'attend. Alors même que la barbarie nazie atteint son paroxysme, il abandonne brusquement toute forme d'amertume pour entonner ce doux chant cosmique des constellations que glorifiera André Breton et où l'on retrouve l'essentiel de ce qui fera sa gloire, essaim de créatures dansant avec les étoiles dans des nuits océanes, graphisme simplifié à l'extrême et couleurs basiques. Joan Miró est enfin prêt pour sa fameuse période Shadocks qui connaîtra, on l'a vu, une grande descendance, oiseaux éberlués montés sur d'improbables échasses, humains fantomatiques que l'absurdité du monde a rendus muets, morceaux de carrelage épars flottant dans un univers sans fin. Pourtant, malgré son imposante postérité, cette période aussi sera courte, car ce fut le génie de Miró que de défaire ce qui n'était plus à faire ou qui était trop bien fait, ouvrant plutôt que fermant chaque œuvre, comme pour planter en elle le ferment d'une croissance à venir et d'une moisson future.